My name is Hannah Roisman. I am a retired professor from Colby College. Thank you. I would like to introduce Jeremy Clement. Jeremy Clement received his PhD from Montpellier University. He wrote on a Hellenistic cavalry, right? Yeah. He is specialist, however, in human-animal relationship in the ancient Greek world. I admire this range of interests. He will speak to us about, and he's from associate professor at the University of Nanterre. He will talk to us about debating reforms on the cavalry in 4th century Athens. The talk will be in French. Sorry that I could not introduce you in French. Thank you, Professor. I apologize, I'm going to talk in French, it's more comfortable for me. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, David Pritchard et Ian Worthington, pour leur invitation et leur confiance qui m'honore. Je suis ravi et très honoré de participer à ce projet. On m'a confié la lourde tâche de parler de la cavalerie. C'est un sujet immense au niveau historiographique, renouvelé sans cesse, y compris dans les dernières années, avec une production régulière d'articles scientifiques. Donc je vais essayer de ne pas me perdre et de ne pas déborder. Alors, partons de Claude Mossé, puisque nous sommes, justement, le colloque s'inscrit dans la continuité de Claude Mossé. Dans son grand ouvrage « La fin de la démocratie athénienne », publié en 1962, Claude Mossé n'a pas consacré de développement particulier à la cavalerie, mais elle n'a pas négligé non plus de l'intégrer à son interprétation générale à propos de l'évolution des institutions militaires d'Athènes au IVe siècle. Pour Claude Mossé, à l'image du reste de l'armée, la cavalerie aurait été incapable d'exprimer son plein potentiel militaire, en particulier face à Philippe II, du fait, 1, de finances exsangues, et 2, d'une certaine inconséquence dans le commandement, affectant notamment le secteur logistique. La tendance, supposément croissante au recours des mercenaires, n'aurait finalement fait qu'aggraver ces deux problèmes en grevant les caisses publiques avec le mistos de ces combattants professionnels et en ajoutant de la confusion dans le commandement, tandis que les citoyens se seraient progressivement détournés du service militaire. En cela, Claude Mossé s'inscrivait en fait dans la continuité des études déjà existantes sur la cavalerie, puisque Albert Martin, déjà en 1886, avait souligné, essayé de mettre en évidence le déclin de la cavalerie athénienne au IVe siècle, en montrant une démilitarisation rapide de la cavalerie qui avait progressivement réduit la cavalerie athénienne au rang de police locale ou de cavalerie de spectacle. Et en 1961, un an avant la publication du livre de Claude Mossé, John Anderson avait expliqué que ce glissement était la conséquence économique de la guerre du Péloponnèse et de la ruine des grandes familles possédantes qui avaient fourni les cavaliers au Ve siècle. Ce facteur explicatif a été largement nuancé depuis l'étude de Victor Davis Hanson en 1985, et Glenn Bugg, avec son Horsemen of Athens, a insisté davantage sur le désengagement des élites par rapport à la cavalerie civique au IVe siècle. Pour lui, il y aurait eu une sorte de divorce politique entre Athènes et ses élites cavalières qui aurait conduit à de multiples dysfonctionnements de l'institution, mais qui serait aussi le corollaire d'une tendance générale à substituer le mercenariat au service militaire citoyen. Enfin, dans The Cavalry of Classical Greece, en 1993, Jens Spence a livré une analyse éclairante de la manière dont la cité démocratique du Ve siècle s'était appropriée la cavalerie et en retour la façon dont les cavaliers avaient trouvé leur intérêt à la servir. La deuxième moitié du Ve siècle est ainsi marquée, selon Jens Spence, par l'émergence d'un consensus entre la cité et ce qu'il appelle sa cavalry class, une expression qui a été critiquée par Glenn Bugg, mais que l'on peut aisément dépasser en considérant que la cavalry class correspond aux couches sociales suffisamment riches pour entretenir des chevaux et par ailleurs dépositaires par leur éducation d'un ensemble de savoirs, de pratiques, de représentations qui les lient aux chevaux
et qu'on appelle une culture équestre, une equestrian culture. L'armée athénienne est dotée d'un corps de cavalerie au moins depuis l'époque des Pisistratides, et c'est au milieu du 5e siècle que, pour assurer la sécurité de l'Empire athénien, il a été décidé d'augmenter ses effectifs à 300, puis à 1000 cavaliers, des effectifs fixés par la loi. Cette politique a été portée par Périclès, et elle est célébrée par Phidias sur la frise du Parthénon, dont les cavaliers occupent presque la moitié de l'espace sculpté. Ces cavaliers, évidemment, ne deviennent pas du jour au lendemain d'ardents défenseurs du régime démocratique. Il n'y a qu'à se rappeler les représentations comiques chez Aristophane de cette jeunesse dorée, fougueuse et subversive, avec ses cheveux longs et ses penchants très aristocratiques. Pour autant, les cavaliers ont obtenu de la cité un rôle croissant dans la défense du territoire, dans les opérations de raid à l'échelle régionale, et même dans les expéditions au-delà des mers. Les cavaliers ont trouvé dans ces opérations un moyen d'expression de leur patriotisme et d'accès aux honneurs. Et ainsi s'est construit un consensus de la communauté autour de leur utilité et de leur valeur, ce qui justifiait des efforts financiers considérables consentis par la cité pour faciliter leurs services. Et ces efforts financiers, vous en avez un tableau récapitulatif sous les yeux, puisque le fonctionnement de la cavalerie athénienne comportait un ensemble d'allocations et d'indemnités qui avait été mis en place au milieu du 5e siècle pour faciliter le recrutement de 1000 hypeis. Le vivier des familles riches et spontanément attiré par l'équitation militaire ne suffisait certainement pas à atteindre ces effectifs. D'où la fabrication d'un financial contract, pour reprendre une expression de John Kroll, qui permettait d'élargir le spectre social du recrutement sans que la charge financière de l'hypotrophia ne paraisse insupportable aux recrues. Le coût de ces mesures est estimé à une centaine de talents par an, mais en réalité, c'est une estimation très approximative, puisqu'on n'a pas le montant de tous ces financements, et notamment on ne connaît pas le montant de la catastasis, on n'est pas tout à fait sûr du montant du cytos, et évidemment, la timésis dont je reparlerai, cette évaluation des chevaux dans le cadre d'un système d'assurance, était très variable en fonction des pertes des animaux. L'implication financière de la cité était assortie d'un droit de regard sur la manière dont les hypeis s'acquittaient de leurs obligations. Et c'est pourquoi les cavaliers devaient se plier annuellement à une dokimasia ton somaton, donc un examen des corps, donc c'est une mise à l'épreuve des capacités physiques et techniques des cavaliers, et une dokimasia ton hippone, c'est-à-dire un examen des chevaux, de leur dressage et de leur état de santé. Toutes les études modernes s'accordent sur le fait que ce consensus a volé en éclats en 404, lorsque les cavaliers ont soutenu la révolution oligarchique et sont devenus le bras armé du régime des 30, allant jusqu'à se compromettre dans plusieurs crimes jugés odieux, notamment le meurtre de concitoyens. Après la restauration démocratique de 403, la cité doit reconstruire une nouvelle relation avec ses élites cavalières et doit reprendre en main la cavalerie en tant qu'institution. Du fait des évolutions de la politique intérieure et extérieure de la cité, les attentes du démos à l'égard de la cavalerie ne sont plus les mêmes. La question des ambitions militaires se pose différemment, la question des moyens financiers se pose différemment, et aussi la question de la fiabilité et de l'efficacité d'une cavalerie qui a beaucoup déçu et qui coûte cher. L'enjeu de cette communication est de réenvisager la question du supposé déclin de la cavalerie athénienne à la lumière des relations que les Athéniens entretenaient avec cette institution et de la place que celle-ci occupait dans le débat public. Je poserai en somme 3 questions. Première question, la crise de 404 a-t-elle engendré une rupture durable entre la cité et ses élites cavalières, entraînant une éventuelle marginalisation de la cavalerie dans l'appareil militaire et dans la société? La deuxième question, la cavalerie athénienne était-elle dysfonctionnelle? Et si elle ne l'était pas, était-elle perçue comme dysfonctionnelle? Et la troisième question, qu'est-ce que les réformes de la cavalerie, proposées ou effectives, disent de la reconfiguration des rapports entre la cité et ses cavaliers? Alors, la première question, je vais me contenter de résumer le papier que vous avez reçu, le draft, pour gagner du temps, et aussi parce que c'est la question qui a déjà suscité le plus de réflexion. Alors, nous savons que après 404, les cavaliers ont été victimes de sanctions, et malgré la loi d'amnistie de 403, qui prévoyait qu'on oublierait les torts causés pendant la guerre,
les cavaliers ont été collectivement la cible de plusieurs mesures de sanctions qui montrent qu'ils avaient perdu la confiance du peuple. Les filarques de 404 ont été sommés d'établir la liste des cavaliers ayant servi sous les 30. Et ces cavaliers ont dû, par exemple, rendre la catastasis, c'est-à-dire la somme d'argent, la prime d'équipement qui était octroyée à chaque cavalier au début de lorsqu'il intégrait la cavalerie, au début de sa carrière, en quelque sorte, de cavalier. Bon, il y a des discussions pour savoir si c'est un prêt ou si c'est une somme ou si c'est une allocation donnée par la cité, mais je passe sur ces détails. Et on sait aussi qu'en 403, un certain Théodotides, un homme politique, a proposé et fait voter deux lois, d'après Lysias, dont la deuxième portait précisément sur la cavalerie et sur le fait de réduire, de diminuer le mistos qui était accordé aux cavaliers lorsqu'ils étaient en campagne militaire. Diminution d'un tiers. Alors évidemment, c'est une mesure d'économie, d'économie, on dirait aujourd'hui budgétaire, c'est une coupe budgétaire, mais ce n'est pas complètement déconnecté de principes, de considérations idéologiques, dans la mesure où la première loi de Théodotides était une loi pour que les orphelins des démocrates tués sous les 30 soient pris en charge par la cité. Donc il y avait au moins, même si c'est des mesures qui ont un enjeu économique, il y avait au moins, à minima, un esprit de justice à l'égard des victimes de l'oligarchie. Ce qui peut suggérer que la mesure contre la cavalerie était directement tournée contre une institution qui avait déçu et qui n'avait plus le soutien du démos. Par ailleurs, les cavaliers ont été obligés assez souvent de prouver qu'ils n'avaient pas servi sous les 30. C'était quelque chose qui pouvait leur être reproché au moment d'assumer des magistratures. Lysias affirme encore en 382 que le fait d'avoir servi comme cavalier pendant l'oligarchie pouvait valoir un refus à la boulet. Xénophon fait état aussi de cette animosité contre les cavaliers lorsque, dans une remarque personnelle, il précise qu'en 399, les Athéniens ont expédié 300 cavaliers en Asie auprès du Spartiate Tibron, avec l'espoir de ne jamais les revoir. Pour autant, à part les lois de Théodotides, que vous avez vues là, mais qui ont une dimension aussi économique, toutes ces mesures sont tournées uniquement contre les cavaliers ayant servi sous les 30, et non contre la cavalerie en tant qu'institution. De ce fait, même si le ressentiment s'exprime dans les sources jusque dans les années 380, ce ressentiment a pu s'atténuer avec le temps, et surtout avec le renouvellement des effectifs de la cavalerie. D'autant qu'il y avait manifestement une volonté de réhabiliter la cavalerie. Alors cette volonté, on la sent dans ce monument très connu qui est le cénotaphe de Dexiléos, ce jeune cavalier de 20 ans qui est mort à Corinthe dans les opérations de la cavalerie, donc à l'âge de 20 ans, et dont l'épitaphe nous donne, fait exceptionnel, son archontat de naissance et son archontat de mort. Et l'interprétation qui en a été tirée, c'est que cette épitaphe soulignait non seulement qu'il était mort pour sa patrie à un jeune âge, ce qui était glorieux, mais surtout que, faisant partie des jeunes recrues de la cavalerie, il n'avait absolument rien à voir avec les cavaliers des 30. Cette initiative, bien sûr, vise à protéger la mémoire d'un individu, Dexiléos. Mais on voit la même année, on a retrouvé un fragment d'un monument funéraire public pour les cavaliers morts à Corinthe et à Coronée. Alors c'est peut-être un monument seulement de la tribu Acamantis, il y a des débats là-dessus, est-ce que c'est un monument qui récapitule tous les morts ou seulement ceux de la tribu Acamantis. En tout cas, il n'y a que 11 morts signalés sur ce document, dont Dexiléos. Et l'érection de ce monument témoigne de la volonté des cavaliers d'afficher leur patriotisme et leur dévouement à l'égard du régime démocratique. Cette volonté était visiblement partagée par les dirigeants de la cité, puisque le Demotion Sema, qui a été érigé en 394, porte parmi ses reliefs un cavalier triomphant. Alors il n'est pas tout seul, il est accompagné d'un hoplite, mais ce geste symbolique fort semble indiquer que les dirigeants ont cherché à réhabiliter rapidement la cavalerie en associant de manière ostensible les cavaliers aux honneurs collectifs. Cela est encore plus net en 362, lorsqu'après la bataille de Mantinée, la cité commande au peintre Euphranor une peinture de la bataille de Mantinée, qui est exposée dans la Stoa de Zeus,
avec des cavaliers représentés au centre de la scène, bien en vue. Cela rappelle que, avant la bataille de Mantinée, il y avait eu une hippomachie, quelques jours avant, dans laquelle les cavaliers athéniens s'étaient illustrés, on en reparlera. Et cet épisode a visiblement eu un fort retentissement à Athènes, puisque ça s'est traduit par des réécritures apologétiques. Les historiens ont volontiers fusionné les deux événements en plaçant l'hippomachie dans la bataille et en attribuant aux cavaliers un rôle important dans la bataille de Mantinée, ce qui n'était pas le cas, en affirmant même qu'ils étaient responsables de la mort d'Épaminondas. Alors, ces efforts pour changer l'image des cavaliers ont-ils été suffisants pour parvenir à une parfaite réconciliation entre les cavaliers et le démos? Ian Spence a utilisé beaucoup les plaidoyers judiciaires, et il a remarqué que dans ces plaidoyers judiciaires, on trouvait souvent une image peu valorisante des cavaliers. On trouve souvent des attaques contre les cavaliers, on les suspecte de ne pas accorder assez de soins ou d'importance à leur monture de service, ou au contraire de trop aimer les chevaux de course. Dans les accusations, les orateurs en fait, s'efforcent de réduire la culture équestre de l'accusé à l'arrogance de la pompe aristocratique. Pour cela, ils déclarent que l'accusé, bien qu'étant un hippotrophos, n'a pas servi dans la cavalerie, ou a mal servi. On ne peut évidemment pas prendre ces discours pour une photographie fidèle de la société athénienne, mais ils contiennent un sous-texte normatif, puisque les orateurs cherchent à coïncider avec ce que les membres des tribunaux populaires veulent entendre. Et loin d'être un acharnement univoque contre les cavaliers, les plaidoyers dessinent au contraire les contours de deux stéréotypes opposés, le bon cavalier et le mauvais cavalier. Le mauvais cavalier fait tout pour éviter de servir. Il ne s'implique pas consciencieusement dans ses obligations militaires, en négligeant par exemple sa monture de service. Il essaye de se faire un brevet de civisme de son hippotrophia, alors qu'il ne consacre son attention en réalité qu'aux chevaux de course, pour obtenir des victoires hippiques qui sont des trophées, qui sont des honneurs égoïstes. Le bon cavalier, c'est tout l'inverse. Il ne gaspille pas son argent dans les concours hippiques, il consacre son temps et sa fortune à l'équitation militaire, son dévouement est exemplaire, il est reconnu par ses camarades de la cavalerie, mais aussi par les institutions de la cité dont il reçoit des honneurs. Il dispose de la confiance du peuple qui le réélit dans les magistratures militaires. Ces plaidoyers ont fait émerger en fait deux figures antithétiques de l'homme de cheval, l'une que la cité condamne, l'autre que la cité promeut. Xénophon avait déjà lancé cette idée, notamment dans l'économique, avec ces deux personnages stéréotypés que sont Iscomaque et Critobule. Je ne m'arrête pas là-dessus, mais en gros c'est la même idée, il y a le bon cavalier et le mauvais cavalier, je passe un petit peu vite là-dessus. Quand on regarde la répartition chronologique des textes dans le tableau 2, on peut alors peut-être qu'effectivement il y a un biais de conservation des sources. Toutefois, si on y ajoute les réflexions de Xénophon dans les années 360, on observe une certaine constance tout au long du IVe siècle, avec peut-être trois moments paroxystiques de tension entre la cité et ses cavaliers. Le premier après la restauration démocratique de 403, le deuxième plutôt au milieu du IVe siècle, avec le déclin de la Deuxième Ligue maritime et les premiers échecs face à Philippe, et puis le troisième dans les années 330, donc après la bataille de Chéronée. Alors je ne sais pas si on peut aller très loin dans l'interprétation, mais il se trouve qu'à chaque fois, ce sont des moments où l'appareil militaire est durement éprouvé et mis en échec, et la cité semble re-questionner le fonctionnement de cet appareil militaire pour mieux le restructurer. Cela amène à la deuxième question, la cavalerie du IVe siècle était-elle dysfonctionnelle ? Claude Mossé estimait que l'armée athénienne dans son ensemble souffrait de dysfonctionnement, et Glenn Bugg a développé cette idée à propos de la cavalerie en particulier, mais cette lecture est désormais un peu remise en question, notamment avec des articles récents de Matthew Christ ou d'Anneka Miažlov. Les sources laissent entendre que la cavalerie a rencontré au IVe siècle plusieurs problèmes affectant le commandement, le recrutement et l'efficacité sur le terrain. Donc on va voir chacun de ces domaines-là. Donc d'abord le problème du commandement. Y avait-il un commandement défaillant ? Les officiers de cavalerie sont à plusieurs reprises accusés de défaillance au IVe siècle. Alors on peut revenir par exemple à la guerre de Corinthe. Le cavalier Mantithéos, qui est défendu par Lysias, a été recruté en 395 dans la cavalerie. Il constate que plusieurs citoyens, cette année-là, intègrent frauduleusement la cavalerie sans passer par la dokimasia. Et c'est précisément ce qui est reproché à Alcibiade le Jeune.
Ce fils du grand Alcibiade, âgé d'une vingtaine d'années, n'était pas prévu dans les registres de la cavalerie, mais a pu intégrer le corps des hippotoxotai, c'est-à-dire les archers montés, sans se soumettre à la dokimasia, donc illégalement. Et ce, grâce à la complaisance d'un magistrat militaire. Mais, en l'occurrence, il s'agit, d'après Lysias, des stratèges, et non des officiers de cavalerie, qui, au contraire, se sont empressés de chasser Alcibiade lorsqu'ils ont découvert l'irrégularité de sa situation. Dans le traité de l'Hipparque de Xénophon, Xénophon indique plusieurs orientations pour réformer avantageusement la cavalerie. Il dispense des conseils aux futurs hipparques, laissant penser qu'il pouvait y avoir à son époque quelques manquements. Je prends deux exemples. Par exemple, il rappelle aux hipparques de toujours s'occuper du recrutement de nouvelles recrues, ce qui sous-entend que le recrutement n'était pas systématiquement opéré, et également d'imposer d'abord le recrutement aux gens les plus riches pour que l'enrôlement soit mieux accepté par tous. Cette affirmation sous-entend que les choix des hipparques pouvaient parfois passer aux yeux de leurs concitoyens pour discrétionnaires. C'est-à-dire qu'ils pouvaient épargner le service aux uns, pour des raisons éventuellement privées, et en l'imposer à d'autres, parfois moins fortunés. Par ailleurs, dans un autre passage, Xénophon recommande aussi aux hipparques de durcir les critères d'évaluation de la dokimasia pour ne pas laisser passer des montures mal dressées, indolentes ou désobéissantes. Et c'est d'ailleurs le but de son traité d'équitation, le Péri-Hippikes, que d'enseigner à ses concitoyens comment choisir de bons chevaux et comment les dresser correctement. Tout cela donne à penser qu'aux yeux de Xénophon, le commandement péchait par laxisme, voire par manque d'intégrité, et que les cavaliers n'étaient pas assez strictement encadrés. Mais les propos de Xénophon, et c'est là tout le problème, traduisent-ils fidèlement les problèmes de son époque? On peut penser par exemple que le maître athénien a tendance à exagérer les difficultés de la cavalerie pour souligner l'importance de ses conseils, ou bien qu'il était plus exigeant que la moyenne de ses concitoyens, et que ses prescriptions visaient en réalité un idéal élevé, sans que la situation ne soit véritablement catastrophique. Toutefois, je ne porterai pas d'avis sur le fait, mais sur les représentations, je note quand même que beaucoup de propositions de Xénophon ont ensuite été adoptées par la cité d'Athènes et sont indiquées dans le traité de l'Athénaïon Politeia, le traité aristotélicien de la deuxième moitié du IVe siècle, et cela montre que une partie de ses contemporains était d'accord avec son diagnostic sur les faiblesses de la cavalerie. Lorsqu'en 351, Démosthène attaque un ancien hipparque qui s'appelle Midias, dans son Contre Midias. Il vise un ennemi personnel, dont il dénonce le comportement indigne. Pour autant, à travers l'exemple de Midias, Démosthène dénonce ce qu'il appelle les hipparques d'agora, c'est-à-dire des hipparques qui ne se consacrent qu'aux parades et aux cérémonies publiques, sans se préoccuper du commandement sur le terrain. Alors, il est très difficile de dire si cette généralité était valable, car en dehors de Midias, qui, nous le verrons, est un cas particulier, nous n'avons pas d'autres exemples d'hipparques assumant ces fonctions uniquement pour la montre, pour le prestige. Nos sources, donc, ne distinguent pas de manière évidente les défaillances du commandement de cavalerie, hormis quelques individus qui ne sont pas représentatifs. Mais les discours autour de la cavalerie révèlent qu'il était commun à Athènes de considérer que les officiers de cavalerie étaient insuffisamment compétents et insuffisamment consciencieux. Le deuxième problème touche au recrutement. C'est l'une des idées importantes de Glenn Bugg. Il se fonde sur le traité de l'Hipparque de Xénophon qui évoque le problème de l'érosion des effectifs. Chaque année, des cavaliers sont réformés pour des raisons d'âge, de santé, de patrimoine. Si les hipparques ne procèdent pas au recrutement systématique de remplaçants, les effectifs diminuent et passent sous la barre des milipaces, qui sont les effectifs légaux. D'ailleurs, plus loin, Xénophon propose de créer un corps de 200 mercenaires, dont il dit qu'ils aideront à recruter plus facilement les citoyens. Ce qui veut dire que pour lui, un jeu de vase communicant, les 200 mercenaires doivent se substituer en partie aux effectifs citoyens. Dans les faits, on ne voit jamais la mobilisation de 1000 cavaliers. Alors, en soi, c'est pas très étonnant, puisque les Athéniens n'envoient presque jamais plus de la moitié de leur cavalerie dans des opérations extérieures. Et c'est souvent les opérations extérieures qui sont documentées. Et le reste de la cavalerie doit rester pour protéger l'Attique. Cependant, il y a quand même un cas bien documenté qui semble aller dans le sens de Xénophon et de Glenn Bugg. C'est en 323,
Au début de la guerre d'Amiac, les Athéniens s'attendent à une forte résistance des Macédoniens et l'Ecclésia adopte un décret de mobilisation générale. 500 cavaliers sont envoyés en Thessalie pour lutter contre Antipatros et on conserve en Attique les effectifs de 3 tribus. 3 tribus, à raison d'un maximum de 100 cavaliers par tribu, ça fait un maximum de 300 cavaliers. Si on additionne les deux, on se retrouve avec 800 cavaliers en action. Et dans cette situation, il est impensable que 200 cavaliers aient simplement été laissés chez eux. Alors, peut-être un indice d'une légère érosion des effectifs, que peut-être Xénophon avait perçu. Mais il ne s'agit pas d'une hémorragie, loin s'en faut. Toutefois, il semble avoir été plus difficile pour les hipparques au IVe siècle de trouver 1000 citoyens prêts à servir, c'est-à-dire 1000 citoyens assez riches pour assumer les charges d'entretien d'un cheval et avoir le temps de s'entraîner, 1000 citoyens dotés d'une forme physique suffisante, souvent des jeunes, pour pratiquer l'équitation militaire, et 1000 citoyens suffisamment motivés pour servir dans la cavalerie. Bien sûr, les hipparques pouvaient contraindre légalement les riches à servir dans la cavalerie, mais le mieux était tout de même de trouver un consensus, sans quoi la cavalerie se serait trouvée pleine de cavaliers servant contre leur gré. Or, comme l'a rappelé David Pritchard, ici présent, dans ses récents travaux, la situation démographique du IVe siècle n'est plus aussi favorable qu'au Ve siècle. Dans la deuxième moitié du Ve siècle, les hipparques devaient obtenir la coopération de 1000 personnes, soit 4,5% de la classe d'âge entre 20 et 32 ans, qui est celle qui fournit le plus de cavaliers, dans une cité qui était riche et qui comptait environ 60 000 habitants. Mais après 404, les hipparques devaient obtenir le même nombre de cavaliers dans une cité moins riche et ne comptant que 30 000 citoyens, ce qui représentait 9% de la classe d'âge 20-32 ans. Pour honorer les effectifs légaux, les hipparques étaient contraints d'élargir socialement le recrutement dans la cavalerie et mécaniquement se heurter à des résistances de la part de gens qui se sentaient moins concernés par la culture équestre ou qui étaient moins aisés. Cela suscitait j'ai fait un petit schéma que je ne commente pas. Cela suscitait des tensions, on pouvait suspecter le manque d'impartialité des hipparques, et l'hypotrophia de type militaire pouvait parfois être vécue par les riches athéniens comme une charge pénible, semblable à une liturgie, ce qu'elle n'était pas pourtant. Il existait parmi les élites un discours sur le malheur d'être riche et écrasé d'impôts, et l'élevage des chevaux en faisait partie. Alors la cavalerie était-elle efficace sur le terrain? C'est la troisième question de cette partie que je veux poser. Alors j'ai réuni toutes les occurrences dans un tableau à peu près illisible, mais que vous avez normalement à la fin de mon draft. Sur 80 ans, entre 403 et 323, les sources attestent une quinzaine environ d'opérations extérieures pour lesquelles les cavaliers athéniens ont été sollicités. C'est moins que la vingtaine d'opérations pendant la guerre du Péloponnèse. Mais on note tout de suite qu'en termes d'effectifs, les Athéniens n'ont pas à rougir. Ils mobilisent assez fréquemment entre 300 et 600 cavaliers, donc en moyenne la moitié de leur cavalerie, alors que pendant la période précédente, les contingents expédiés hors de l'Attique ne dépassaient presque jamais les 300 hommes. Donc on a des expéditions extérieures qui sont plus ambitieuses, qui associent plus de cavaliers. Athènes se distingue donc par des effectifs considérables, ce qui fait d'elle la principale force montée de Grèce après les Thessaliens et les Béotiens. Et lorsqu'il faut affronter ces deux peuples, la cavalerie athénienne est systématiquement sollicitée. Dans les faits, sur les 5 succès qui sont enregistrés, les cavaliers athéniens servent à 3 reprises aux côtés des cavaliers béotiens et thessaliens. Et à 4 reprises, ce sont des opérations qui relèvent davantage de la petite guerre, donc une guerre d'escarmouche, de harcèlement. Le seul succès qui sort du lot, c'est celui de l'Hippomachie qui précède Mantinée en 362, parce que, même si c'est une opération qui relève de la petite guerre, avec des enjeux très limités, il s'agit d'empêcher les Béotiens et les Thessaliens de repartir avec du bétail volé sur le territoire de Mantinée. Vous voyez, c'est très très limité. Mais cette réussite vaut aux Athéniens pour la première fois de battre les redoutables cavaliers béotiens et thessaliens. Et c'est ça surtout qui fait le prestige de cette action. Et ils en obtiennent des honneurs de la cité. Mais intéressons-nous plutôt aux échecs, qui sont plus nombreux. Il y a 3 échecs que je mets de côté, Corinthe, Coronée et Mantinée, puisque malgré l'absence de victoire, il y a des honneurs, ça vaut quand même des honneurs aux cavaliers. Ce sont des actions qui ont été plutôt bien reçues dans les sources. En revanche, il y a plusieurs échecs qui sont problématiques. À Aliarte, en 395, pardon pour l'écho, d'après Lysias, les cavaliers sont considérés comme des planqués. C'est-à-dire qu'on considère que la cavalerie est à l'abri du danger, et il y a beaucoup de fantassins qui essayent d'intégrer la cavalerie. Par ailleurs, on remarque, comme je l'ai dit, des irrégularités dans le recrutement.
À Corinthe, en 369, Xénophon critique Iphicrate pour avoir envoyé trop d'éclaireurs en même temps et d'avoir ainsi subi des pertes. Il note aussi que les cavaliers athéniens ont peur d'engager le combat avec les Béotiens. En Arcadie, en 366, les Athéniens ont la 3e cavalerie en nombre, mais ils sont refoulés par les modestes Zéléens. Là encore, c'est chez Xénophon. Et enfin, Xénophon note qu'à la bataille de Mantinée en 362, la cavalerie athénienne est paralysée et totalement dépassée par les Béotiens. On sent dans les Helléniques que, même si Xénophon peut être admiratif de quelques performances, comme celle de son fils, il n'approuve pas la façon dont la cavalerie est gérée et il regrette ses piètres performances collectives. Au contraire, il vante les mérites des Béotiens, bon ça c'est pas difficile, mais aussi de petites cavaleries comme celle des Syracusains qui sont envoyés dans le Péloponnèse et celle des Phliasiens qui passent même pour être une sorte de modèle parfait à petite échelle aux yeux de Xénophon. Bon, je passe sur Diodore, mais avec Démosthène, je reviens sur la bataille de Tamine, qui apparaît aussi dans le tableau. La bataille de Tamine est un moment intéressant pour observer les relations avec la cavalerie, puisque c'est une affaire qui fait figure de scandale. Après la bataille de Tamine en Eubée, Midias, donc l'ancien hipparque, a tenu un discours véhément contre la cavalerie dans l'Assemblée. Il a critiqué notamment l'hipparque en charge, Cratinos, et point d'orgue du scandale, il dénonce le fait, il s'est probablement appuyé sur le fait qu'à Tamine, les cavaliers ont fait preuve d'indiscipline et de lâcheté. Ils ont chargé les mercenaires eubéens sans en avoir reçu l'ordre, et sans conserver la cohésion des escadrons. Ils ont été mis en déroute alors qu'ils combattaient en terrain favorable, et ce n'est qu'à la fin de la bataille, après la victoire des Hoplites, qu'un des Philarques a réussi à les rallier et à les ramener au combat. Dans son discours, d'après le Scoliaste, Midias aurait déclaré en substance que les cavaliers avaient déshonoré la cité. Donc une attaque extrêmement forte contre la cavalerie. Alors, vous voyez, le bilan de la cavalerie athénienne, il est loin d'être catastrophique. Ses performances apparaissaient toutefois aux yeux des observateurs comme indignes d'Athènes et insuffisantes par rapport à ses effectifs et probablement par rapport à son coût. De ce fait, il s'est enraciné dans le débat public athénien une idée selon laquelle il était nécessaire et même urgent de réformer la cavalerie pour l'améliorer. Alors, les réformes pour la cavalerie, et je terminerai avec cette question-là. Quelles attentes et quel avenir pour la cavalerie athénienne ? On note d'abord, entre les années 360 de Xénophon et les discours des années 350-340 de Démosthène, qu'il y a une sorte d'ébullition autour de la cavalerie. Il y a plusieurs projets de réforme de la cavalerie. Les premiers viennent de Xénophon. Alors, j'en ai déjà un petit peu évoqué. Xénophon invite le commandant de cavalerie à la plus grande vigilance par rapport à l'inspection des chevaux. Il réclame un contrôle plus strict. Il conseille aux Athéniens de créer un corps de 200 mercenaires et de financer les chevaux de ces mercenaires par des impôts qui seraient prélevés sur les cavaliers qui ne peuvent pas ou ne veulent pas servir. Alors, ne peuvent pas servir, il y a les orphelins, il y a les hommes riches mais physiquement incapables, et il évoque aussi les gens qui sont très réfractaires au service. Donc il envisage la possibilité de substituer le service effectif à un impôt qui permettrait d'acheter des chevaux et de les fournir à des mercenaires, voire même, comme il le suggère, à des métèques qui n'ont pas de terre, mais qui pourraient vouloir servir dans la cavalerie. Midias. Alors je reviens à Midias, parce que c'est un personnage important et qu'on ne connaît pas sous cet angle d'hipparque réformateur. D'après le contre-Midias de Démosthène, l'ancien hipparque Midias aurait proposé à l'Assemblée une réforme de la cavalerie, dont Démosthène ne donne pas le contenu, mais affirme qu'elle aurait gravement contribué à la désorganiser. Évidemment, c'est un discours très offensif contre Midias, donc on ne va pas noter ce qu'il a fait politiquement, ou toujours en mal. Alors, c'est effectivement le rôle des hipparques de proposer des lois pour améliorer le fonctionnement de la cavalerie, ou du moins protéger les intérêts de la cavalerie. D'ailleurs, Xénophon dit qu'il faut que les hipparques aient des relais politiques à la Boulay et défendent les intérêts de la cavalerie. Alors, les propositions de Midias semblent avoir avorté, puisque Xénophon nous dit que plus tard, il les a reniées lui-même, ces lois. Certains disent que ce n'était pas vraiment des lois, que c'était simplement des discours. Donc on ne sait pas vraiment si les propositions de Midias ont abouti à quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Midias a montré son intérêt pour cet outil militaire et qu'il a
voulu le réformer. Le Scholiaste, du passage du contre Midias 173, dit que Midias a voulu abolir la cavalerie. Il a voulu faire disparaître la cavalerie. Évidemment, ce n'est pas recevable. Le Scholiaste reprend ici là, les arguments des adversaires de Midias. Midias est un hipparque un peu particulier. Il est inhabituellement âgé. Il a environ 50 ans. Donc généralement, les hipparques sont un peu plus jeunes. Il est un ami proche de Boulos, l'homme fort de l'État athénien et partisan de l'assainissement des finances civiques. Midias prend le prétexte des fautes commises par les cavaliers à Tamine pour exposer publiquement les dysfonctionnements internes de la cavalerie, ce qui est rare dans un milieu plutôt marqué par le corporatisme. L'implication de Midias dans la cavalerie me semble corrélée à son action politique aux côtés de Boulos, avec pour objectif d'imposer une réforme profonde de la cavalerie pour en améliorer l'efficacité sur le terrain. Évidemment, ses adversaires ont cherché à caricaturer sa réforme, ils en ont fait une sorte de renoncement, d'abandon de la cavalerie, probablement parce que sa réforme devait comprendre des formes d'exemption de service, peut-être une baisse des effectifs, un recours aux mercenaires, un impôt de substitution, peut-être, ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, ce ne sont pas des idées nouvelles, on les trouvait déjà chez Xénophon. Donc on ne peut pas faire de Midias un affreux tueur de la cavalerie, puisqu'en réalité, il se contentait sans doute de récupérer des idées qui étaient déjà, qui circulaient dans le débat public. D'ailleurs, le Scholiaste finit par dire que les propositions de réforme de Midias ne servaient qu'à lui permettre de s'exempter de service, ce qui est totalement improbable, puisqu'à son âge, Midias pouvait très largement mettre un terme lui-même à son service dans la cavalerie. Pardon. Alors, je résume pour Démosthène, pour garder quelques minutes pour la suite. En gros, Démosthène s'est toujours vanté de faire en sorte d'avoir des chevaux, de trouver des astuces financières pour financer la cavalerie. En revanche, il ne semble pas s'être distingué par une volonté de réforme, c'est-à-dire qu'aux yeux de Démosthène, il fallait maintenir les effectifs de cavalerie tels qu'ils étaient, ce qui est cohérent avec sa volonté de maintenir un impérialisme athénien en Égée, avec une capacité de projection, notamment en Chalcidique et en Macédoine. Et donc il ne semble pas vraiment avoir réformé la cavalerie. Par contre, il s'est évertué à trouver des sources de financement ou à empêcher que d'autres politiciens coupent les sources de financement de la cavalerie. Alors, on constate ainsi que plusieurs questions se télescopaient à propos de la cavalerie. Athènes avait-elle toujours autant besoin de cavaliers pour ses ambitions militaires? Était-il possible de diminuer les dépenses pour la cavalerie? Les cavaliers devaient-ils être tous citoyens ou est-ce qu'on pouvait envisager de les suppléer par des mercenaires? Et pouvait-on envisager de substituer le paiement d'un impôt au service effectif? Alors, les sources présentent les oppositions de manière partisane, entre ceux qui protègent la cavalerie et défendent la cité, et ceux qui menacent la cavalerie et ébranlent la cité. En réalité, chaque camp entendait améliorer la cavalerie, mais il y avait deux visions qui s'opposaient. D'abord, les partisans d'une hégémonie athénienne qui voulaient maintenir cette capacité de projection militaire, quitte à soutenir financièrement la cavalerie, et puis d'autres qui se voulaient plus réalistes, qui ne voulaient pas alourdir les caisses publiques avec une cavalerie qu'ils jugeaient peu efficace, quitte à réduire les effectifs. Alors parmi ces gens-là, peut-être que certains n'avaient aucune considération pour la cavalerie, mais il est plus probable que la majorité considérait que la cité pouvait obtenir de meilleurs résultats avec moins de cavaliers et moins d'argent investi. Dans les deux cas, le recours aux mercenaires était envisagé dans certaines proportions. Mais lorsqu'on regarde Voilà. Lorsqu'on regarde les réformes effectives, je ne les commente pas une à une, et souvent elles sont déjà bien connues, mais on observe qu'il y a eu beaucoup de réformes de la cavalerie par touches successives. Je passe directement aux conclusions. Ces réformes, à partir de ces réformes qui sont là, donc je le répète, des réformes effectives, des réformes qui sont attestées par les sources, pas des propositions de réforme. On peut formuler quelques conclusions. D'abord, beaucoup de diagnostics de Xénophon étaient partagés par ses contemporains ou se sont imposés au fil du temps dans le débat public, puisqu'on voit que la création du collège des Catalogues vise justement à remédier au problème du recrutement. Donc, et c'était déjà une idée, enfin, les Catalogues ne sont pas une idée de Xénophon, mais Xénophon avait identifié ce problème du recrutement. Le renforcement de la dokimasia, c'était une idée de Xénophon aussi, au départ. L'adoption des amipoi, c'était une idée de Xénophon également. Et c'est tout. Mais donc on retrouve pas mal d'idées de Xénophon. Par ailleurs, on note que les Athéniens étaient favorables à un encadrement renforcé et plus exigeant des cavaliers, ce qui allait de pair d'ailleurs avec l'exemplarité morale qu'on attendait des cavaliers dans les procès. Et on le voit au renforcement de la dokimasia.
Pour autant, les Athéniens n'ont pas cherché à réduire les subventions publiques pour faire des économies. Ils semblent avoir reconnu l'importance de ces dispositifs financiers pour le bon fonctionnement de la cavalerie, et, par exemple, ils n'ont pas touché aux cytos, et ils ont même, on voit apparaître au milieu du IVe siècle, même si on ne sait pas si elle est créée au milieu du IVe siècle, mais en tout cas, elle n'est pas attestée avant le milieu du IVe siècle, le système de la timésis, qui est donc, comme je l'ai dit, un système d'assurance pour les cavaliers qui viendraient à perdre leur monture pendant le service. Ils avaient ainsi la possibilité de se faire rembourser leur cheval selon la dernière évaluation de l'année. Chaque année, il y avait une nouvelle évaluation de la monture. Je passe sur ce système-là qui est un peu complexe. Et quatrième conclusion, les Athéniens ont aussi cherché à moderniser et à améliorer leur cavalerie au niveau tactique en intégrant de nouvelles unités. On voit l'apparition des prodromoi, ces unités d'éclaireurs, d'avant-coureurs qui servent aux côtés des hipparques. Mais également, ils ont emprunté les amipoi aux Béotiens, et puis au tout début du IIIe siècle, ils finiront par créer un corps de tarentinoi, donc de cavaliers tarentins, qui ont des techniques de combat particulières, mais sur lesquelles je ne m'arrête pas. En revanche, concernant la question des mercenaires, les Athéniens ont été réticents à suivre Xénophon sur cette piste. Il a fallu donc attendre le début du IIIe siècle pour voir apparaître un corps de mercenaires tarentinoi commandé par un Achéen, et encore faut-il préciser que par la suite, les tarentinoi seront recrutés parmi les Athéniens. Donc l'existence d'un corps de mercenaires tarentinoi, en fait, c'est une phase de transition qui est relativement courte. Donc les Athéniens semblent avoir été attachés au fait de disposer d'une cavalerie civique, composée de citoyens servant eux-mêmes. Ils n'ont jamais accepté de réduire le service des élites par aucun système de remplacement, peut-être parce que cela a été perçu comme une échappatoire des riches face à leurs obligations militaires. Les nouvelles exigences d'exemplarité des cavaliers, souvent rappelées dans les procès, ne permettaient sans doute pas d'envisager que des riches puissent, grâce à leur argent, négliger leurs devoirs, éviter le service militaire et le déléguer à des étrangers. Alors cette histoire se termine finalement à la fin du IVe siècle. On le sait grâce à cette inscription, qui est un décret honorifique pour les hipparques et les filarques de 282-281, où on apprend que les effectifs de la cavalerie ont été remontés de 200 à 300 cavaliers. Ce qui signifie qu'entre la fin du IVe siècle et 282, à un moment donné, les effectifs de la cavalerie ont été baissés de manière brutale de 1000 hippeis à seulement 200 hippeis. La question c'est quand ? Alors là, je n'ai plus de temps, donc je laisserai le mystère, ou plutôt je vais vous donner une réponse toute faite, mais qui ne sera pas argumentée. Les périodes de domination macédonienne, quasiment continues, entre 322 et 287, sont des périodes pendant lesquelles les rois macédoniens ont pris en charge en grande partie les besoins militaires de la cité. On peut penser que la réforme a eu lieu sous n'importe laquelle de ces dominations. Mais les 10 ans de gouvernement de Démétrios de Phalère semblent être une période plus plausible. Démétrios de Phalère est nommé en 317 par Cassandre à la tête du nouveau régime, et on le sait, je passe les détails, mais on connaît bien ses travaux, notamment grâce à Madame O'Sullivan. Et on sait par Doris de Samos qu'il était réputé pour avoir été particulièrement économe sur les budgets de l'armée, de les avoir réduits. Il est aussi considéré comme ayant réduit la flotte de guerre considérablement. Et donc, c'est peut-être sous Démétrios de Phalère que cette question du devenir de la cavalerie athénienne a été tranchée de manière radicale par une baisse des effectifs. Dès lors, les questions de recrutement, dès lors, les questions de recrutement, de financement ne se posaient plus, et celle de l'efficacité de la cavalerie ne soulevait plus les mêmes attentes, puisqu'il devenait évident que les cavaliers devraient désormais servir essentiellement à la défense du territoire et guère plus. Je vous remercie.